Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver ce premier lundi de la nouvelle année. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Les titres du journal. À quand la reprise des cours à l'université Marien Ngouabi en grève depuis le 17 novembre dernier? C'est pour trouver un terrain d'entente que la ministre de l'Enseignement supérieur, Edith Delphine Emmanuel, a échangé ce jour avec l'intersyndicale de cet alma mater. Les conclusions de cette rencontre à suivre dans cette édition avec Dadi Evrard Ossila. Dans les administrations qui ne sont pas en grève, le personnel a-t-il, oui ou non, répondu présent à l'appel du devoir au lendemain des fêtes de fin d'année et de Nouvel An? Nos reporters Edoxy Chantal Madjoba, Benedad Ondaï et Derek Makebo ont fait la ronde de quelques administrations, tant publiques que privées, pour avoir la réponse à cette question. Et enfin, quel est le niveau de réalisation des travaux de réhabilitation et de renforcement de la ligne de transport de l'électricité entre Pointe-Noire et Brazzaville? Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Osso, a fait le déplacement de Pointe-Noire pour une évaluation in situ. Mesdames, Messieurs, ensemble, parcourons ce journal. Comme vous le savez, l'université Marien Ngouabi observe un mouvement de grève depuis le 17 novembre de l'année écoulée. Cette situation qui paralyse toutes les activités au niveau de cet alma mater préoccupe tant le gouvernement que les étudiants, sans oublier le corps enseignant. Aussi, la ministre de l'Enseignement supérieur, Edith Delphine Emmanuel, a-t-elle reçu ce jour les membres de l'intersyndicale et ceux de l'équipe dirigeante afin d'aplanir les divergences et créer les conditions d'un retour à la normale dans des délais raisonnables. Dadi Evrard Ossila. Ces cycles de concertation ouverts le 23 décembre dernier entre l'intersyndicale de l'université Marien Ngouabi, la présidente de l'université conduite par le professeur Paris Akwango, avec le concours du conseiller en charge de l'enseignement du Premier ministre, ici renouvelé par la ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Edith Delphine Emmanuel, marque la volonté du gouvernement de saisir toutes les questions et de rechercher toutes les solutions idoines pour remettre l'université au travail et permettre aux étudiants de retrouver les chemins des amphithéâtres et des salles de cours. Cette rencontre demeure le signe d'une volonté de maintenir le dialogue pour la ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Edith Delphine Emmanuel, impulsant les échanges entre le ministère et l'intersyndicale d'un côté, le ministère et la présidente de l'université de l'autre, et incitant toujours ce dialogue entre la présidente de l'université et l'intersyndicale pour définitivement régler les questions de salaire, des arriérés et instaurer un climat de confiance, faisant fonctionner normalement l'université Marien Ngouabi sans subir des menaces de grève. C'est ce climat qui conduira sans doute à la levée de cette grève. Autre volet de l'actualité, après les fêtes de fin d'année et de Nouvel An, ainsi que la journée chômée et payée du 2 janvier la semaine dernière, les administrations ont rouvert leurs portes aujourd'hui, de même que les établissements scolaires. Notre équipe de reportage, avec à sa tête Eudoxie Chantal Madjoba, s'est rendue au ministère de la Fonction publique ainsi qu'à la Société nationale des pétroles du Congo. Le constat est plutôt mitigé. Suivant. Les fêtes de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An, étant souvent des moments de grande réjouissance, font perdre le sens du devoir à plusieurs travailleurs. Après ces célébrations, les administrations sont souvent désertes. Au ministère de la Fonction publique, le constat est plutôt positif. Plusieurs travailleurs ont répondu à l'appel. Même son de cloche à la Société nationale des pétroles du Congo. Pour le directeur général de cette structure, Mexon Raoul Ominga, l'heure n'est plus au discours, mais au travail acharné. La mission qu'on nous a confiée par les très hautes autorités du pays voudrait que la SNPC soit gérée comme une société privée. Et nous avons aussi à notre sein une organisation solide en ce qui concerne la présence au travail. On a même un terme ici qu'on appelle la loi Poitiers. Le salaire ici est corrélé au travail effectif. La SNPC dispose des outils de gestion qui font que chaque agent, chaque matière doit cocher, pointer, je voulais dire, mais c'est électronique. Donc, en dehors de ce pointage électronique, les hôtesses de l'accueil aussi ont pour mission d'enregistrer dans les registres ceux qui viennent, surtout ceux qui sortent. Ça va de soi. Au niveau de la SNPC, la gestion de la présence au travail, vous pouvez me croire, c'est un sujet qui est pris très, très, très au sérieux.
le gouvernement nous a confié le permis. Nous allons travailler activement sur ces permis, d'abord pour remplir cette mission. Mais dans cette mission, nous avons aussi trouvé quelques activités qui, de notre point de vue, devaient créer ou encourager le développement de la SNPC. Alors, il y a un sujet, par exemple, sur le gaz. On ne peut pas laisser seulement aux partenaires seuls travailler pour valoriser le gaz. Donc, nous allons travailler activement sur le gaz. Mais avant tout d'abord sur le Nonga, le permis Nonga, Kwakwala, le Mayombe, on doit sortir aussi le pétrole congolais. Le directeur général de la SNPC et ses collaborateurs ont résolu d'œuvrer conformément aux directives du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso afin de contribuer efficacement au développement économique et social de notre pays. La reprise du travail ce lundi 5 janvier 2026 est effective à la Direction générale des finances et de l'équipement. Officiers supérieurs et subalternes ont repris leur poste de travail après un long week-end. Ce constat a été fait par notre équipe de reportage conduite par Benedad Ondaï qui nous propose cette immersion. Aux commandes de cette reprise, le commissaire colonel-major Michel Innocent Péa, directeur général de la DGFE, qui a investi son bureau dès les premières heures, a rapidement rappelé les priorités de l'institution. Entre briefings matinaux et nouvelles directives, l'objectif est clair, transformer l'énergie des fêtes en dynamisme professionnel et profitable. Le temps est donné par le colonel de police Max Anga Ansi, coordonnateur des services rattachés. La page des festivités est tournée. Il faut se concentrer sur les missions régaliennes avec la même rigueur qui caractérise le personnel de la DGFE. Il était impérieux et nécessaire pour nous, forces publiques, de reprendre présent à notre poste de travail dès le premier jour, on va le dire, administratif de l'année 2026. Et donc, vous avez certainement dû à le constater que tout le monde est présent et nous ne faisons que reprendre à notre devoir de soldats et à être prêts à servir la nation. Pour le médecin commandant de police Sambou Roger Bertrand, responsable de l'unité de soutien santé, la ligne de conduite est sans équivoque. Rigueur et engagement restent de mise. Le travail reste le travail. Et nous sommes de la force publique. La force publique, c'est de l'ordre. Lorsque la hiérarchie vous fixe un délai, vous êtes tenu de le respecter. Et nous respectons ce délai. Et je lance un appel à ceux qui pensent que le repos continue, de reprendre immédiatement le travail. Sur le terrain, la motivation est palpable. Le sous-lieutenant Rochelle Vinganongo Ikobo témoigne avec enthousiasme. Dès 7 heures, nous étions déjà ici pour la reprise du service. En tout cas, tout se passe très bien. Rappelons que tout au long de l'année 2025, la DGFE a mis en œuvre des orientations du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées Denis Sassou Nguesso, sous les instructions du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation Raymond Zéphirin Boulou. Ces actions ont concerné notamment l'assainissement du milieu urbain dans les villes de Pointe-Noire et Brazzaville, l'amélioration des conditions de travail des agents des forces de sécurité intérieure, ainsi que la réhabilitation de l'avenue Lyoté, l'éclairage public et la mise à disposition d'une soute à carburant. Pour 2026, la feuille de route de la DGFE demeure articulée autour de 3 piliers: engagement, discipline et détermination, sous l'impulsion du commissaire colonel-major Michel Innocent Péa. Cette reprise s'inscrit sous le signe de l'efficacité, annonçant une année placée sous le sceau de l'action et des résultats concrets au service de la nation. Pour clore ce chapitre, Derrick Makiebo nous emmène à la DGTT, Direction générale des transports terrestres, ainsi qu'à la Direction générale des MUCODEC. Les agents ont-ils, oui ou non, répondu à l'appel du devoir? Pour le savoir, je vous propose de suivre son reportage. Brazzaville, dans la matinée de ce 5 janvier 2026, marque la reprise du travail dans les administrations publiques et privées après un long moment de repos lié au fête de la Nativité et du Nouvel An. À la direction générale de la MUCODEC, tout le personnel administratif a effectivement repris le service, notamment au niveau du département communication et radio.
C'est vrai, quand on arrive après un si long week-end et après la période des fêtes, on n'a pas toujours les mêmes réflexes, les réflexes habituels. Mais après quelques heures au bureau, au travail, on reprend effectivement nos habitudes. Et puis, on a des dossiers qui n'étaient pas encore aboutis, où on n'avait pas fini de traiter en 2025. Donc, on reprend la main et puis on se replonge dans le travail. Même constat à la Direction générale des transports terrestres DGTT, dirigée par Atali Mopayan, où l'ensemble des travailleurs est présent à son poste pour assurer le fonctionnement des activités. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous sommes le 5 janvier, donc c'est la reprise des services. Tous les collaborateurs, donc tous les agents sont bel et bien là, présents à leur poste. Malgré le long week-end que nous avons eu, il n'y a pas assez de gens aujourd'hui, mais au fur et à mesure, les usagers vont venir. Le message particulier à l'égard des transporteurs, c'est juste d'être prudent sur la voie. La reprise effective observée dans ces administrations traduit la volonté des agents de relancer rapidement leurs activités afin de répondre aux attentes des populations dès les premiers jours de l'année 2026. L'actualité, c'est aussi le projet de réhabilitation et de renforcement des infrastructures de transport de l'électricité entre Pointe-Noire et Brazzaville qui s'exécute sans anicroche. En mission d'évaluation et de contrôle in situ, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Wosso, s'est rendu à la base industrielle d'Eni Congo à Pointe-Noire en compagnie du directeur général de cette entreprise pétrolière, Andrea Barberi, question de s'assurer de la disponibilité des compensateurs et autres accessoires destinés aux sous-stations de Ludima dans la Bwenza et de Mindouli dans le Poul. Commentaire Brice Stel Ngongo. Faire parvenir à Brazzaville la totalité des 337 MW mis à sa disposition par la centrale électrique du Congo, tel est le principal objectif du projet de réhabilitation et de renforcement des infrastructures du réseau de transport de l'électricité entre Pointe-Noire et Brazzaville. Réalisé par la société pétrolière Eni Congo, ce projet prévoit la modernisation de 6 postes très haute tension, dont celui de Mindouli dans le département du Poul et celui de Ludima dans le département de la Bwenza. Cette modernisation inclut l'installation des compensateurs afin d'améliorer le transit de l'électricité. Déjà importés, les compensateurs de ces 2 sous-stations ainsi que d'autres accessoires sont stockés à la base industrielle d'Eni Congo à Pointe-Noire en attendant leur acheminement sur site. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Wosso, a tenu à s'assurer de leur disponibilité car les Brazzavillois n'ont que trop souffert des coupures intempestives d'électricité. On peut considérer qu'aujourd'hui on a une très bonne voie puisque le matériel tant attendu, les compensateurs, sont déjà été livrés. Nous venons de vivre en fait le cas du poste Mbono. En installant donc le compensateur à Mbono, on s'est rendu compte que ça a apporté une amélioration au niveau du plan de tension, au niveau aujourd'hui de l'énergie, donc la puissance qu'il est capable d'évacuer vers... La réalisation de ce projet suscite la satisfaction du DG de l'énergie. Se déroule comme prévu, le planning est respecté et on pense bien que la partie installation sera également respectée. Rappelons que lancés officiellement le 21 août dernier, les travaux de réhabilitation de la ligne transport Pointe-Noire-Brazzaville se déroulent sans anicroche. Restons à Pointe-Noire pour dire que la générosité fait bien partie de l'ADN de la Fondation Congo Assistance. Cette fondation a manifesté son amour à plus de 500 personnes vulnérables à travers les dons de vivres et non-vivres. C'est sa représentante à Pointe-Noire, Félicité Diop Menouti-Lumbu, qui a procédé à la remise de ces présents à la grande joie des bénéficiaires, comme le dit Amédée Mesme Massingo dans ce reportage. Elle s'est dotée d'une réputation exceptionnelle en faveur des personnes du troisième âge depuis la création de sa fondation Congo Assistance. La première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso. De la petite enfance aux personnes du troisième âge, la présidente de la fondation Congo Assistance ne ménage aucun effort pour apporter le sourire aux vulnérables en fin et début de chaque année,
un geste salué par les bénéficiaires. Ma joie est super parce que Maman Antoinette, chaque année, elle pense à nous. Je préfère que Maman Antoinette continue comme ça. Pour nous, les hommes de troisième âge, en tout cas, c'est un succès pour elle. Je suis très ravie d'avoir reçu ce kit. Je remercie Maman Antoinette pour ce qu'elle a fait pour nous. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Je souhaite longue vie à Maman Antoinette. C'est une bonne maman. Elle a pensé à nous. Je ne peux que souhaiter pour elle l'effet le meilleur. Ça nous réjouit de beaucoup. Moi, c'est ce matin qu'on m'a dit, après l'église, qu'il faut aller à Congo Assistance. Donc pour moi, c'est une surprise aussi. Donc vraiment, je suis très content. Traduisons le message de vœux de la présidente de la Fondation Congo Assistance, Félicité Diop Meno-Chilumbu, a signifié que s'occuper des personnes du troisième âge constitue au sein de cette fondation un devoir de famille. La Fondation Congo Assistance, de l'épouse du chef de l'État, Mme Antoinette Sassou Nguesso, a toujours travaillé dans l'accompagnement des personnes du troisième âge. Surtout qu'elle-même, la présidente, est très sensible aux questions des personnes du troisième âge. S'occuper d'eux constitue pour nous un devoir familial, une responsabilité morale et divine. Ici, près de 500 bénéficiaires ont reçu des kits alimentaires, des vêtements pour les hommes et l'épargne au profit des femmes. Lundi 5 janvier 2026, c'est le premier lundi du mois et également le premier lundi de la nouvelle année. Conformément aux orientations gouvernementales, une cérémonie de levée de couleurs a été organisée au siège du 3e arrondissement de Pointe-Noire Tietie en présence de l'administrateur maire Jean-Romuald Tchikambo. Objectif, marquer la présence de l'État, affirmer les valeurs républicaines et renforcer le patriotisme. Reportage Florence Ngouma. 3 étapes ont constitué l'agenda journalier de l'administrateur maire de l'arrondissement 3 Tietie, Jean-Romuald Tchikambo, dévoué à relever les défis qui s'imposent dans son entité administrative. D'abord, faisant preuve de son engagement constant dans le respect du civisme, dès 7 heures, il a patronné la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs de ce premier lundi du mois de janvier 2026. Ce moment solennel est devenu un véritable symbole de cohésion citoyenne. C'est un symbole fondamental pour la nation parce que dans le civisme, il faut le respect des symboles de l'État. Et la cérémonie de levée des couleurs, c'est le premier symbole du citoyen. Juste après ce rituel républicain, l'autorité de l'État est descendue au quartier Vungu sur l'avenue de la Liberté où se fait actuellement le réseau d'assainissement. Le terrassement entre le PK 1 plus 700 et le PK 3 plus 620 est considérablement avancé. Les délais, comme on l'avait su dire, ça a glissé légèrement du fait des déplacements de réseau qui prennent aussi un peu de temps, des intempéries qui parfois nous bloquent pour avancer avec les travaux de remblai. Mais on va demander à l'entreprise de faire des grands efforts afin que le retard soit comblé. Enfin, la visite de chantier du marché moderne de Tietie a marqué le clou de cette randonnée. Enfin, ce délai peut être respecté. On attend les matériaux qui sont encore dans les navires en quittant la Chine pour le Congo. Fin février, on espère tous terminer ce chantier-là. L'administrateur maire donne ici l'intérêt de ces activités. Nous avons fait la levée des couleurs avec les services déconcentrés, concentrés, parce que c'est un devoir civique important. Et après, il fallait faire la ronde des chantiers. Sur l'avenue de la Liberté, j'ai demandé à ce que le chef de chantier puisse fournir plus d'efforts afin que nous arrivions à l'étape du terrassement. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, tient à cœur le développement de notre département. Et au marché Tietie-Massola, il y a une grande transformation. La population est en train d'attendre le jour de l'inauguration. Je demande encore à la société de travailler plus pour que ce beau bijou soit opérationnel. Pour cette année 2026 qui s'amorce, Jean-Romuald Tchikambo reste concentré sur la continuité de traduire dans les faits la vision du président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso.
Revenons à Brazzaville pour signaler la tenue du comité de direction du Centre national de formation en statistique, démographie et planification. Il s'est agi de la projection de 2026 à travers l'élaboration du programme d'activité ainsi que de l'examen et de l'adoption des rapports d'activité des années 2024 et 2025. Drochongolo nous en dit plus. En 2026, avec un budget d'un peu plus de 2 milliards de francs CFA, le Centre national de formation en statistique, démographie et planification se doit de mettre en œuvre son programme d'activité, axé entre autres sur. Nous sommes dans un centre de formation. Donc la première activité, c'est d'abord la formation initiale. À côté de la formation initiale, il y a la formation en cours d'emploi, c'est-à-dire que les personnes qui sont déjà employées, soit dans les administrations, soit dans les entreprises publiques ou privées. Donc la formation continue, si vous voulez. À travers le programme d'activité 2026, ce centre devra digitaliser ses services pour l'intérêt national. Une volonté manifeste du gouvernement à matérialiser ses politiques en matière de statistiques. En 2026, nous avons donc reçu la bénédiction du comité de direction qui a validé le plan stratégique qui est déjà décliné dans sa première année à travers un plan de travail annuel budgétisé qui se focalise sur la digitalisation. Donc nous allons pouvoir digitaliser déjà nos formations ici et toute notre administration pour permettre à tous les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, de pouvoir se connecter sur notre portail et se faire former. C'est une inspiration du président de la République, c'est une volonté du président de la République. L'outil statistique dans ce pays, depuis bientôt 10 ans, est en train d'être perfectionné afin que nous puissions produire des statistiques qui soient fiables, des statistiques qui peuvent aujourd'hui nous apporter la malléabilité de mettre en application les décisions du gouvernement prises à partir des statistiques qui sont produites. Au-delà du programme annuel et du plan de développement stratégique 2026-2030, le comité de direction a validé les rapports d'activité et d'exécution du budget 2024 et 2025 du CNFSDP. Bon élève dans la lutte contre les changements climatiques, le Congo a récemment abrité un atelier de restitution des résultats d'une étude sur l'utilisation du bois énergie. Organisée dans le cadre du programme d'utilisation durable des terres, cette rencontre s'inscrit dans la composante dédiée à la promotion de la gestion durable des forêts. Espanish Motondo. Cet atelier prévu pour durer des jours réunit des experts nationaux, des représentants des institutions partenaires, des chercheurs et des acteurs de la société civile. L'objectif est de partager les conclusions des études du CIRAD et de réfléchir à des stratégies concrètes pour une meilleure gestion durable des ressources forestières. C'est Antoine Goma, coordonnateur national du programme d'utilisation durable des terres et conseiller au ministère de l'Aménagement du territoire et des grands travaux, qui a procédé à l'ouverture des travaux. J'ai demandé aux partenaires qui sont sur le terrain de beaucoup communiquer sur ce programme qui est un programme gouvernemental sur lequel le gouvernement fonde de grands espoirs. Il est tout à fait attendu que les populations puissent avoir connaissance de ce programme, puissent s'approprier ce programme qui est très important pour nous. N'oubliez pas que ce programme touche aux couches rurales. C'est un programme qui est ancré sur les territoires ruraux. Nous essayons de suivre avec plusieurs partenaires techniques, dont CIRAD qui organise aujourd'hui un atelier de restitution sur les travaux qu'ils ont menés sur le terrain pendant 2 ans concernant l'utilisation du bois énergie en République du Congo. Financé conjointement par le CAFI, l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale et par l'Agence française de développement, AFD, le programme d'utilisation durable des terres vise à concilier développement économique, protection des forêts et lutte contre le changement climatique. Dans le cadre de ce projet, on a cette composante qui a pour objectif d'élaborer, en partenariat avec le ministère de l'économie forestière, les schémas directeurs d'approvisionnement en bois énergie des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. Et donc, ce sont des documents d'aménagement de la ressource bois énergie à l'échelle des bassins d'approvisionnement pour améliorer la gestion durable de la ressource bois énergie, étant donné qu'il y a encore une part importante des ménages urbains des 2 villes qui consomment l'énergie biomasse, donc le Makala et le Nkuni. Durant ces 2 jours de travaux, les participants vont analyser les données collectées, identifier les zones prioritaires de conservation et formuler des recommandations pour renforcer la planification territoriale durable en République du Congo.
Parlons politique dans cette édition. L'APC, le Parti Action Permanente pour le Congo, poursuit sa campagne de structuration de ses organes intermédiaires et de base. Pour ce faire, son président national, Rodrigue Malanda Samba, a procédé hier à la mise en place des bureaux des cellules de Ngangoni et Diata dans le 1er arrondissement Makelekele. Commentaire, Prince Héritier Banabili. Du président au secrétaire chargé des personnes vivant avec handicap, en passant par ceux en charge de la jeunesse, des activités économiques, des femmes, des sports et bien d'autres, une vingtaine de membres composent désormais le bureau de la cellule APC de Ngangoni dans le 1er arrondissement Makelekele. Par cette installation, effectuée en présence du président national, Action Permanente pour le Congo affirme sa volonté de gouverner par la base en renforçant sa présence politique sur le terrain avec des militants engagés et déterminés à relever les défis du parti. Conscient de l'importance de la mission qui m'est confiée, je m'engage à l'assumer avec loyauté, discipline et respect, rassemblement dans le strict respect des orientations politiques et stratégiques de notre organisation. L'APC étend également son influence à Diata, toujours à Makelekele. La mise en place du bureau de cette cellule renforce la mise en ordre de bataille des instances de base au regard des enjeux politiques actuels. Nous avons souhaité commencer l'agenda politique du parti cette année-ci par cette descente. Évidemment, ce sont des cellules, mais il y a eu tellement d'appels des populations ici pour que nous venions les saluer que nous n'avons pas hésité un seul instant. Pour nous, après avoir fait le tour du pays et avoir entendu les Congolais de partout solliciter la candidature du président Denis Sassou Nguesso, nous avons pensé qu'il était essentiel de regrouper nos militants pour qu'ensemble, nous puissions le dire. Au cours de cette cérémonie, le député Rodrigue Malanda Samba, président national de l'APC, a évoqué 2026 comme une année glorieuse pour son parti. Il a annoncé la tenue de la Convention nationale le 17 janvier prochain, précisant que quelques délégations sont déjà présentes à Brazzaville. Une grande rencontre qui devrait déboucher sur des décisions majeures pour l'avenir du parti. En politique toujours, Denis Sassou Nguesso a été désigné candidat du Parti congolais du travail à la présidentielle de mars 2026. C'est l'une des plus grandes décisions du 6e congrès ordinaire de ce parti. En sa qualité de membre du comité central, José Cyr Ebina est allé échanger avec les populations dignées pour leur rendre compte des conclusions de ce congrès. Commentaire Florent Angoulé. Les populations du district d'Igné, Axe-Mati, dans le département de Dieulefini, ont vécu un 1er janvier dans une ambiance exceptionnelle avec la présence de José Cyr Ebina. Après avoir pris part au 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, José Cyr Ebina, qui n'a jamais coupé les liens qui le lient avec ses populations, est descendu sur le terrain pour leur rendre compte des conclusions de ce congrès. À cette occasion, il leur a annoncé sa reconduction au comité central du PCT, tout en insistant sur le message du président du comité central du Parti congolais du travail. Pour la présidentielle de mars 2026, le PCT, leur a-t-il rappelé, a d'ores et déjà choisi son candidat, qui n'est autre que le très grand camarade Denis Sassou Nguesso. À l'issue du congrès, nous avons voulu venir leur rendre compte des conclusions du congrès et de la décision du congrès qui a plébiscité le camarade Denis Sassou Nguesso comme candidat du Parti congolais du travail à l'élection de 2026. Contentes d'échanger avec leurs anciens représentants à l'Assemblée nationale, les populations de l'Axe-Mati n'ont pas manqué de lui présenter quelques doléances, tout en espérant que celles-ci seront transmises à qui de droit. Pour la visite de Papa Ebina, c'est vraiment un grand plaisir pour 2026. Nous souffrons vraiment de plusieurs besoins dont la population vraiment
l'ampleur du jour au jour. L'état de la route, les structures sanitaires, les structures scolaires, les conditions ne sont pas requises. Membre du comité central du PCT et ancien député d'Igné, José Sirebina se dit toujours ouvert et reste au service de ses populations. Mesdames, Messieurs, cette page politique met un terme à cette édition. Collaboration rédactionnelle Moïse Claise Tenji, Barol Agnolo, chef d'édition David Elongo, Prince Ngalibali, John Safou Kouka, Edvel Delis Mapassi et Brice Stel Ngongo, le tout dans une réalisation de Ralph Okimba Andongi. Merci de votre aimable attention. Bonne et heureuse année à toutes et à tous et à demain 20h pour un autre journal.